Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Room où aujourd'hui on a la chance de recevoir dans nos locaux Antonin Marquand, double champion de France du 10 km et tout récemment sacré champion de France du 10 km à Rouen ce week-end. Salut Antonin, comment ça va? Bonjour Renix, ça va super et vous? Ça va très bien, merci. On va revenir un petit peu rapidement sur la performance de dimanche. Du coup c'était au championnat de France du 10 km à Rouen. Comment s'est passée ta course? Alors ma course s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Alors c'est parti sur un départ très rapide avec notre triathlète Raphaël Montoya qui a pris un départ rapide dès le début. On l'a laissé un peu partir, on savait pas trop qui c'était, on n'avait pas trop repéré. Et au bout de quelques kilomètres, on s'est dit mince, il commence à être costaud. Et derrière, on se regarde un peu, on se dit bah il faut y aller, il faut essayer de se mettre ensemble pour aller le rechercher. On s'est rendu compte que c'était pas si simple de revenir sur lui, surtout avec les nombreuses bosses qu'il y avait sur le parcours, tout ça, la chaleur, parce qu'il faisait très chaud, il faisait plus de 25 degrés, alors que moi je viens du nord, il fait 10 degrés, donc c'est pas évident. Mais on a essayé de garder le contact le plus longtemps possible, essayer de revenir sur lui. Mais il a manqué un peu sur la fin. Du coup, après, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, on va jouer la deuxième place ou la troisième place. Et on essaye de pas lâcher le podium parce qu'on était quatre dans le groupe à ce moment-là. Donc, il fallait essayer de se départager. Et ça s'est départagé au bout d'un kilomètre et demi avant la fin. On lance une accélération avec notamment le deuxième de la course, du coup, Thomas Réau. Et bon, il arrive à me lâcher dans les 400 derniers mètres, mais je m'accroche pour aller chercher la troisième place. Donc pour moi, c'était une superbe course, très content. Et comme je le disais dans l'introduction, du coup, c'est la deuxième année consécutivement que tu es sacré champion de France espoir du 10 km. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu les catégories, du coup, espoir, ça correspond entre les athlètes entre 20 et 23 ans à peu près. Toi, tu as 21 ans. Le titre de champion de France espoir, c'était l'objectif principal de cette course ou tu visais peut-être même un peu plus haut avec le titre de champion de France élite? Alors, quand j'ai vu la start list, je me suis dit, il y avait peut-être une carte à jouer. Notamment qu'il n'y avait pas Jimmy Gressier ou Yann Schrub ou les grandes têtes de liste. Donc, je me suis dit, il y a une carte à jouer. J'avais envie de tenter ma chance, mais en même temps, je voulais pas laisser partir le titre de champion de France. Je l'avais laissé partir au championnat de France de 5 km à Saint-Omer. En fait, je m'étais trop basé sur la tête de course. Je me suis dit, au final, j'ai fini deuxième espoir parce que je me fais reprendre par Luc Le Baron. Et je me suis dit, là, faut pas que je me fasse avoir. Faut quand même que je reste concentré sur la place en espoir pour gagner le titre parce que forcément, je le voulais. J'ai eu les trois titres, donc je voulais avoir celui-là. Mais après, il y a quand même une carte à jouer. Si je fais pas le con, je peux tenter une médaille, voire même peut-être gagner la course. Je me suis dit, pourquoi pas? On sait jamais. Et je savais que j'étais bon à l'entraînement, j'étais bon en compète, j'avais fait une belle course à Lille, à Valenciennes. Donc je me suis dit, il y a une carte à jouer, j'ai tenté ma chance et j'ai réussi à avoir la médaille de bronze, donc super content. Et c'est quoi qui te correspond le plus? Parce que je l'ai pas dit dans l'intro, mais finalement, tu as aussi un titre de champion de France sur 10 000 mètres. Tu as aussi participé au championnat d'Europe Espoir sur 10 000 mètres l'année dernière. Du coup, là, c'est sur la piste. C'est quoi qui te correspond le mieux? C'est le 10 000 mètres sur piste ou le 10 km sur route? Alors ça, sans aucun doute, le 10 km sur route. Alors pourquoi? Ça reste la même distance, mais le 10 000 mètres sur piste, c'est beaucoup plus long, hein. C'est 25 tours, donc ça passe beaucoup moins vite. Alors l'avantage, c'est quand il y a du public, ça peut passer très vite. La différence, c'est que à la course de qualification, justement, à mon titre de champion de France sur 10 000 mètres, il y avait personne, du coup c'était super long, c'était interminable. Et au contraire, au championnat d'Europe sur 10 000 mètres, là il y avait un stade complet, il y avait des encouragements tout le long du parcours. Là c'était une autre ambiance, c'est passé super vite. Mais j'ai quand même une préférence pour le 10 km sur route, c'est des lignes droites, on peut bombarder, on n'a pas à réfléchir trop sur les chronos. Quand on n'est pas on est moins embêté avec le vent parce que dans le sens où à chaque fois on se prend sur un tour de piste, la moitié du tour de piste, c'est on se prend le vent de face. Là, sur route, c'est certaines parties, on va avoir le vent, mais on a quand même beaucoup le vent de dos aussi. Ça dépend des courses. Mais je garde une préférence pour le 10 sur route. Et du coup, on n'a même pas parlé forcément chrono. Dimanche, tu as couru aux alentours de 29 minutes 15, mais ton record, il est à 28 minutes 55. Tu t'en es approché grandement aux 10 km de Valenciennes il y a 2 semaines et aussi proche aussi aux 10 km de Lille. Euh, Comment ça se fait que le record il n'est pas tombé? Tu es tombé un petit peu sur des mauvaises courses. J'ai vu un petit peu que tu avais couru un petit peu seul. C'est aussi ce qui explique que tu n'as pas battu ton record là, ces dernières semaines. Alors, la différence, c'est que quand je fais 28,55, c'était à Nice, donc en 2023, janvier 2023. Là, je fais la course parfaite, tout simplement. Mais j'ai pas emmené du tout de la course. Pour être honnête, je me suis basé dans le groupe, je me suis mis derrière.
J'ai attendu que ce soit mon tour pour aller chercher la 3e place, mais du début à la fin, je suis resté dans le groupe, j'ai jamais pris le vent de face, j'ai toujours été abrité. Là, à Lille, je me retrouve, alors je fais 28,58, donc à 3 secondes de mon record, mais je me retrouve tout seul dès le début, hein, du premier kilo jusqu'au dernier. Alors des fois, j'ai réussi à m'abriter peut-être 1 kilomètre ou 2 sur la course, mais grand max, quoi. Avec, à un moment, j'ai eu un Français qui m'a emmené un peu sur 1 kilomètre, mais c'était pas suffisant. Et du coup, c'est là la différence. En fait, je sais que je suis beaucoup plus fort, mais il m'a manqué un peu de pouvoir être abrité un peu de lièvre, tout ça, de densité sur la course. Pareil pour Valenciennes, hein, le parcours il était pas non plus très facile, hein, il y a quand même quelques relances, mais ça reste des parcours très roulants. Malheureusement, j'ai été emmené sur les premiers kilos, mais après c'était un peu trop lent. Et pour finir tout seul sur la course, pour info, il y avait 2 Kenyans. Donc il voulait partir sur des bases de moins de 28 minutes. Moi je me suis dit avant la course, Jean-Pierre, mon entraîneur, me l'avait dit, il m'a dit attention à toi, ils vont partir sur des bases de moins de 28 minutes, suis-les pas. C'est ce que j'ai fait, j'ai pas suivi, je suis resté derrière. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à revenir sur le 2e Kenyan. Il m'a dit allez, tu peux la rechercher et tout. J'ai été la rechercher. Et il voulait que j'aille rechercher le premier Kenyan. Bon, le premier Kenyan avait un peu plus d'avance, donc j'ai pas réussi à revenir sur lui. Mais au moins, ça m'attirait un peu, mais c'était pas suffisant. Il fallait que je sois emmené pour aller chercher mon record, quoi. Et tu le sens que c'est important comme ça sur une course sur route. Il y a une nette différence entre courir en peloton, être à l'abri et courir un petit peu le 10 km solo comme tu l'as fait du coup en 28 minutes 58 à Lille. Alors ouais, on dirait pas en course à pied, on pense que c'est à vélo qu'on le sent beaucoup, mais non, en course à pied ça aide énormément. Pour être honnête, là je pense que je peux gagner facile 20-30 secondes en étant emmené dans un groupe sur une course comme Valence où on est vraiment dans la densité, on se met dans le pack. Il faudrait que je trouve une course où en fait je suis juste dans le pack et j'ai juste à suivre et limite rien à faire. J'attends que l'heure soit venue et après j'envoie dans les derniers kilos. Et c'est l'idée, faut que ce soit une course comme ça parce que tout seul on peut courir vite, mais à un moment, on est limité quand même. Donc oui, ça a un impact énorme sur une course, surtout sur 10 km. Et à Lille, on t'a vu pour la première fois, si je me trompe pas, avec une jolie tenue du coup orange et jaune en mode dégradé. Donc c'est la tenue de la team Brooks Roadrunner. Donc tu es athlète Brooks depuis début 2024. Comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu apprécies être dans cette team? Comment tu vois ça? Alors déjà, comment ça s'est fait? Alors c'est via Intersport, parce qu'il faut savoir que je suis conseiller running chez Intersport et Hénin-Beaumont depuis maintenant le mois de février 2023. Donc ça fait bientôt 1 an et demi. Donc forcément, on a amené à travailler avec différentes marques, un peu tous les marques, tout ce qui est chaussures, textiles, chaussettes, équipements. Et du coup, on a contacté les marques via mon responsable de chez Intersport. Donc il a fait la démarche auprès des marques et il a obtenu une réponse seulement auprès de la marque Brooks, où Brooks ont accepté d'échanger tout ça. Donc au début c'était donc Pascal qui gère le secteur nord, donc qui est venu auprès de moi, il m'a dit ouais moi, je peux te proposer ça, ça, ça. Et il a dit par contre ce que je peux faire, moi j'ai un budget, je peux te proposer un peu plus en remontant avec Brooks Europe. Il a proposé mon dossier auprès du coup du siège Brooks Europe. Et là il m'a dit ouais, je peux te proposer un gros contrat. Et donc un gros contrat, ce qui comprend de la dotation finalement. Alors c'est pas le contrat de Kylian Mbappé. Ouais, je précise, il n'y a pas encore d'argent, tout ça, c'est vraiment de la dotation. Par contre, ça aide énormément, mais ça s'est fait comme ça via Intersport, et du coup, Intersport qui est aussi mon partenaire. Donc j'ai aussi pu trouver avec un partenaire avec BV Sport, donc tout ce qui est, il m'équipe sur la partie compression, manchon, accessoires. Donc chaussettes de course, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un plus, c'est un bon complément avec la marque Brooks. Et du coup, super content de leurs produits, tout ça. C'est une marque avec laquelle tu courais déjà un petit peu avant ou tu connaissais déjà? Alors non, pas du tout. Alors pour préciser, j'ai eu les modèles en test quand on m'a proposé le contrat. J'ai dit, je connais pas trop vos modèles, je sais pas trop, j'aimerais bien pouvoir tester. Il m'a dit, ok, je t'envoie 2-3 modèles, tu testes pendant 2 mois et tu me fais un retour si ça va ou si ça va pas. Et il m'a laissé le choix, il m'a envoyé les modèles, j'ai testé pendant 2 mois et j'ai vu qu'en fait j'étais surpris, j'adorais les modèles en fait. J'étais super bien, que ce soit les premiers modèles c'était l'Hyperion Max, tout ce qui est Ghost 15, tout ça. Et en fait j'ai adoré les modèles donc j'ai dit ok je signe. J'avais même pas testé le modèle carbone. Alors ce qui m'intéressait c'était savoir si leur modèle carbone était compétent. Il m'a dit ouais, on a un très gros modèle carbone qui arrive, on va bientôt te le sortir, on va te le présenter, tu l'auras en avance sur les autres. En prototype du coup et là j'ai dit bon ok c'est bon signe. Ouais, donc là le modèle que tu parles du coup c'est la Brooks Hyperion Elite 4.
Donc en fait on va avoir l'occasion de revenir un petit peu plus largement sur les chaussures dans une seconde partie du podcast. En plus comme t'es conseillé là-dedans, en fait je pense qu'on aura une discussion très intéressante là-dessus. Pour revenir un petit peu plus sur la performance et du coup sur l'entraînement, du coup comme tu l'as dit, tu es entraîné par Jean-Pierre Vatel. Donc pour ceux qui connaissent pas Jean-Pierre Vatel, c'est l'organisateur, c'est lui qui est le responsable du plateau, notamment du plus grand meeting au monde en salle, du meeting de Liévin, mais aussi du meeting de Paris. Donc c'est quelqu'un qui est très connu dans l'athlétisme français. Ça fait longtemps que tu t'entraînes avec lui, c'est quelqu'un qui est indispensable dans ta préparation au quotidien? Alors oui, ça fait depuis, tout simplement, depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans que j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Et plus sérieusement en cadet, en catégorie cadet, où là j'ai commencé à augmenter la fréquence. Et là où j'ai commencé à augmenter encore plus, c'est à partir du Covid, où là j'ai commencé à progresser. Jean-Pierre Boitel, tout simplement, il est calé. L'avantage que j'ai avec lui, déjà, il organise les plus grands meetings, donc il s'y connaît vraiment. C'est lui qui gère les plateaux élites, tout ça. Forcément, il est très connu dans le domaine de l'athlétisme. Euh, Après, l'avantage, c'est qu'il connaît tout à la perfection, les chronos. Il sait mieux mes chronos que moi, hein, pour être honnête. Des fois, j'arrive sur un entraînement, je sais pas combien je peux faire en chrono. Il me dit, ouais, tu vas faire tel chrono, et je fais ce chrono-là. Donc ça, il est très fort là-dessus. Quand je fais une séance, des fois, on n'est plus trop lucide, on sait plus calculer. Je lui demande ce que ça fait mon temps de passage. Par exemple, si je dois faire un 5000, je lui dis, bah, je dois faire combien de temps de passage, je sais pas, au 2500 ou quoi. Bah, il va savoir me le dire instantanément, quoi. C'est vraiment. Je l'ai eu au téléphone ce matin et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ouais, parfois Antonin il arrive à l'entraînement et je vois qu'il comprend pas trop les chronos. Il a dit c'est moi qui le guide à 100%, donc la preuve que c'est vraiment le cas. Et du coup comme tu travailles à côté, déjà tu travailles combien d'heures à côté de l'entraînement parce que tu fais quand même de l'athlétisme du coup à haut niveau. Ça veut dire que c'est conciliable avec le travail à côté? C'est que ça représente après combien d'heures de travail? Alors, c'est très difficile à concilier en rapport avec le boulot. Mais actuellement, je fais, pour revenir dans l'ordre, je travaillais avant dans le bâtiment. Donc, j'ai fait mes études dans la conception de bâtiments en bois, dans la menuiserie, donc tout ce qui est charpente, menuiserie, bureau d'études. Et donc, ça, c'était jusqu'en 2022. Et en 2022, j'ai fini mes études, donc en bac+2. Et là, j'ai décidé de mettre de côté pour me concentrer sur l'athlé. Donc, juste au moment où arrivait mon premier titre de champion de France en junior, là, juste après, j'ai dit, il faut que je me concentre à pied, j'ai peut-être une carte à jouer, j'ai dit, c'est le moment. Du coup, là, j'ai dit, j'arrête. Alors, j'ai fini mes études, je l'ai mis, il faut savoir que j'ai pas arrêté totalement, je l'ai plutôt mis en pause, en stand-by, et je reprendrai par la suite, d'ici quelques années, après que j'aurai passé ma carrière. Alors, je continue toujours de travailler le bois à côté de ça, parce que ça reste une passion. Pour moi, c'est vraiment une passion depuis tout petit, j'aime ça autant que la course à pied. J'adore bricoler quand je peux, chez moi, j'ai mon atelier. Donc, ça reste une passion avant tout. Mais là, j'ai décidé de me concentrer pleinement sur la course à pied. Du coup, depuis février 2023, j'ai eu la chance de rentrer dans le groupe Intersport. Du coup, chez Intersport Hénin-Beaumont en tant que conseiller running. Du coup, là, alors je gère le rayon running, fitness et bain, mais principalement running, hein. Le running, c'est vraiment ma spécialité. Donc, je travaille 30 heures semaine. Donc, ça, je suis arrivé à 35 heures semaine chez eux avec un contrat déjà aménagé. J'ai négocié, j'ai dit que c'était un peu trop au niveau horaire. Tout de suite, ils m'ont adapté mon emploi du temps, ils m'ont dit bon, ok, on descend à 30 heures. J'ai dit moi j'ai validé, du coup j'ai dit j'avais proposé 30 heures et il a dit oui, il n'a pas réfléchi. Il m'a dit c'est bon, c'est validé. Donc j'ai choisi un peu mes horaires, c'est moi qui ai dit je veux faire plutôt 10h, 17h. Il a dit ok, pas de souci et ils ont aménagé. Mais du coup, comment ça s'organise alors une journée? Ça veut dire que quand tu doubles, ça veut dire que tu t'entraînes le matin avant d'aller au travail et du coup le soir encore en rentrant? Alors du coup, à ce niveau-là, c'est très compliqué parce qu'il faut être méga organisé. Tout doit être programmé la veille ou même à l'avance. Donc après, c'est la routine, hein, c'est toujours entraînement le matin. Donc j'y vais vers 6h40, 7h le matin, je vais faire mon footing de 10 km. Après, je pars au travail. Je fais ma journée de travail jusqu'à 17h. Ensuite, je rentre à 18h, je recours. Donc souvent, c'est la séance fractionnée, tout ça au soir. Donc après, forcément, j'arrive pas toujours à caser tout ce que je veux mettre, du genre séance d'étirement, j'arrive à le mettre, mais tout ce qui est renforcement musculaire, tout ça, c'est très important, mais des fois, c'est pas toujours évident. Mais à ce niveau-là, Intersport essaye vraiment de m'aménager le plus possible et ils ont vraiment fait le maximum pour moi et ça, je leur en remercie vraiment énormément. Et tu sens pas qu'il y a un manque au niveau de la récupération? Parce qu'on s'imagine, en général, les athlètes de haut niveau, ce qu'ils font, c'est entraînement le matin et ensuite, c'est quasiment que de la récupération, du coup, bien manger, faire une sieste après-midi et repartir s'entraîner le soir. Toi, du coup, c'est quelque chose qui te manque. Est-ce que tu sens que ça freine un petit peu ta progression?
Ouais, faut être honnête, à un moment, faut être réaliste, il y a quand même un gros manque à ce niveau-là. Alors, concernant les entraînements, je pourrais pas m'entraîner plus, je fais déjà 10 à 12 entraînements dans la semaine, donc je peux pas en faire plus. C'est ce que font d'ailleurs tous les sportifs de haut niveau en moyenne. Alors, je parle, il y en a qui font peut-être un peu plus, mais sinon, dans la course à pied, c'est ça. Et après, oui, je pourrais rajouter tout ce qui est récupération et tout, mais c'est pas toujours évident. Tout ce qui est sieste, déjà, on oublie, c'est impossible de faire une sieste quand on travaille, alors que ça pourrait être très important. Du coup, j'essaye de jouer sur d'autres facteurs, hein. La récupération, je le fais plutôt au soir. Par exemple, après une séance, je vais passer mes jambes à l'eau froide sous la douche. Je vais faire du pistolet de massage, de la pressothérapie. Je fais vraiment tout ce que je peux, séance d'étirement quand je peux. Mais oui, je sens qu'il y a un gros manque là-dessus, sur Donc, tout ce qui est récupération. donc ça veut dire que, hormis l'aspect du coup récupération où tu n'arrives pas à mettre 100% en place parce que tu travailles à côté, ça veut dire qu'autrement tu as une vie d'athlète professionnel à 100% en fait. Ouais, c'est ça, j'ai une vie d'athlète professionnel à 100%. C'est juste que les autres détails, je peux pas les caser parce que ça me le permet pas. Quand je partais en stage, je suis déjà parti en stage en Suisse pendant un mois, c'était il y a 2 ans. Là, j'arrive à faire tout ce qui était sieste, vraiment la récupération, tout ça. Après, là, faut savoir que je cours. Je vais au boulot, bah forcément, je reste debout toute la journée, donc ça me permet pas de récupérer. Et après, le soir, bah, je recours. Donc, ouais, c'est vraiment très dur à ce niveau-là, au niveau récup. Mais après, c'est une habitude, hein. J'ai toujours été habitué comme ça et j'essaye de favoriser au maximum la récup, mais à un moment, c'est compliqué quand même, quoi. Et pour revenir un petit peu plus spécifiquement sur l'entraînement, même si on va pas rentrer dans les détails précis, ça représente à peu près quoi comme kilométrage à peu près dans la semaine? T'es quoi? T'es aux alentours de 100 km, 150 km? Ça représente combien? Alors, si on prend une moyenne étalée sur l'année, je suis entre 100 et 110 km, parce que forcément, il y a des périodes où on va faire un peu moins de kilométrage, favoriser plutôt l'intensité, et d'autres plutôt faire un peu plus de kilomètres et un peu moins d'intensité. Mais je travaille vraiment sur les deux facteurs. Et du coup, ouais, une centaine de kilomètres. Des fois, je peux monter un petit peu plus, mais on essaie vraiment de pas non plus en faire trop, quoi. Faut pas se cramer à l'entraînement, brûler les étapes, quoi. Moi, ce qui m'a impressionné un petit peu quand j'ai regardé ton profil, et même je sais qu'on avait posté une vidéo avec toi sur Instagram, notamment avec ta progression sur 10 km, en quelques années, tu es quand même passé de 33 minutes à courir en dessous de 29 minutes. Comment tu l'expliques ça? C'est quoi qui t'a permis de progresser aussi vite sur 10 km? Bon, alors, c'est pas compliqué. Déjà, quand je faisais 33 minutes, je travaillais énormément. Faut savoir, je travaillais dans le bâtiment, donc des semaines où j'allais sur le chantier. Alors, ma semaine, déjà, le minimum d'heures que je pouvais faire, c'était 40 heures semaine. Sachant que j'étais souvent en chantier ou quoi, donc je faisais 50 voire 60 heures semaine des fois, avec les déplacements, tout ça. Donc c'était très compliqué de m'entraîner. Je m'entraînais maximum une fois par jour. Alors comme j'ai fait de l'alternance aussi avec l'école, j'arrivais à aller courir des fois doubler quand j'étais à l'école, mais vraiment une à deux fois grand max dans la semaine, pas plus. Et encore une fois de temps en temps. Donc c'était quoi? C'était 5, 6, voire grand max 7 entraînements dans la semaine quand j'ai fait 33 minutes. Après, j'ai commencé à doubler. Justement, à partir du Covid, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. J'ai commencé à mettre en place, aller plutôt 2 entraînements par jour. Et là, j'ai commencé à sentir le bénéfice. J'ai tout de suite progressé un peu plus, tout en gardant la qualité. Donc après, c'est ça qui m'a fait progresser. Et là, arrivé dans les 28 minutes, ce qui m'a vraiment fait progresser, c'est ma foulée. J'ai vraiment travaillé ma foulée. Parce qu'il faut être honnête, avant j'avais une foulée vraiment pas terrible, hein. Encore l'année dernière, ma foulée était catastrophique, il faut le dire. Et mes bras partaient dans tous les sens, j'avais pas le bassin bien placé. Là, j'ai vraiment travaillé dessus tout l'hiver avec mon entraîneur Jean-Pierre Wattel, du coup. Et comment ça se passe du coup? Comment on travaille là? Parce que du coup, tout le monde est à la recherche de cette foulée parfaite, même si elle n'existe pas forcément. Comment t'as fait du coup toi pour le travailler? C'est quoi? C'est de la musculation? C'est du travail de haie? Ça ressemble à quoi un petit peu ce travail-là? Alors, il faut savoir qu'elle est toujours en cours de développement, elle est pas encore parfaite, il y a encore du boulot, elle est loin d'être parfaite. J'ai pas encore la foulée la plus aérienne comme un coureur de 1500, hein. Mais je vais tout faire pour continuer de le travailler. Ça, je l'ai travaillé tout l'hiver avec Jean-Pierre. Alors la travailler tout simplement, il faut faire du travail de haie, corde à sauter, faire des exercices, des foulées bondissantes. C'est vraiment cette partie-là, apprendre à bien placer le bassin, voir les mouvements qu'il faut faire, bien faire les gestes. Ça, c'est des trucs très importants, mais ça paraît tout con, mais en fait, ça m'a fait progresser d'un coup, quoi. Maintenant, j'ai une foulée, c'est de l'économie d'énergie, tout simplement, hein. Donc finalement, ça se résume pas, tes entraînements, ils se résument pas que à courir du coup et à enchaîner les kilomètres. T'as aussi, même malgré que tu fais de la route, t'as quand même une partie un petit peu plus technique avec ce travail-là alors.
Alors ouais, faut savoir que quand on court en haut niveau, la course à pied, alors ça représente une grosse partie, mais c'est finalement qu'un détail parce que si on fait pas tous les à côté, tout ce qui est récupération, tout ce qui est travail de pied, on peut pas progresser dans le haut niveau. Là, à l'heure actuelle, si je gardais ma foulée de l'année dernière, j'aurais jamais fait du haut niveau et j'espère qu'un jour je pourrai en faire vraiment du très haut niveau. Mais pour ça, faut que je travaille ma foulée à fond. Et ça, c'est un des facteurs les plus importants finalement. Et est-ce que tout ce qui est un petit peu musculation, préparation physique, est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi, du gainage, des abdos? C'est quelque chose que tu fais ou quasiment pas dans ta semaine? Alors, musculation, c'est vraiment une fois de temps en temps. Quand je peux, j'essaye de caser une séance de renfort muscu dans la semaine, donc tout ce qui est gainage, tout ça. Mais grand max une fois dans la semaine, parce que forcément avec le boulot, je peux pas en faire plus. Déjà, j'ai déjà pas mal d'entraînement dans la semaine, donc c'est compliqué d'en faire plus. Je pourrais en faire plus, j'en ferai beaucoup plus, hein, c'est pas le souci. Mais là, j'essaye de vraiment me concentrer sur les entraînements et essayer d'en faire le plus possible, mais c'est pas toujours évident. Ça, c'est une chose qui me manque beaucoup, hein. Le gainage, tout ça, c'est aussi important que courir, hein. Finalement, faut se renforcer, parce que musculairement, si on est trop fragile, bah, c'est là que ça crée des blessures, tout ça. Donc, c'est très important, mais j'essaye de faire de mon mieux. C'est très important, mais en général, on n'aime pas forcément le faire. Alors non, pour être honnête, la muscu, c'est pas mon truc. J'aime pas ça, mais il faut le faire, quoi. Et si je reviens un petit peu plus spécifiquement sur le 10 km, donc c'est là où c'est vraiment où t'es le plus fort, du coup, avec un record à 28 minutes 55, c'est quoi les séances que tu préfères, du coup, quand tu prépares un 10 km? C'est quoi? C'est des séances sur piste, des 1000 mètres, des 2000? Ou alors c'est plutôt des tempos, des fartleks? C'est quoi que t'aimes le plus dans cette préparation 10 km? Alors quand c'est sur piste, j'adore tout ce qui est séance genre 8 ou 10 fois 1000, des séances comme ça. Souvent c'est 7 à 8. On va faire 7 à 8 fois 1000 mètres. On va démarrer direct sur des allures de moins de 3 minutes et on va finir plus vite. Ça, c'est des séances que j'adore parce que ça permet de courir vite mais en même temps faire un peu de long. Mais après, mes séances aussi où j'adore sur route, c'est tout ce qui est seuil, tempo. Aller mettre, par exemple, faire une séance de 20 km où on va mettre de l'allure, on va démarrer tout doucement, on va finir fort. Par exemple, finir à chercher les 3,10, 3,15 au kilo sur le footing. Enfin, en fin de footing, bien sûr, pas tout le footing. Pas endurance fondamentale. Non, non, non. Mais ouais, non, ça, c'est vraiment des séances seuil, c'est ce que j'adore aussi, quoi. C'est vraiment mes séances favorites. Et sortie longue, ça donne quoi un petit peu quand on prépare un 10 km? Est-ce que tu montes à 20, 25 km? Ça ressemble à quoi une sortie longue pour toi? Sortie longue, non, je vais monter ouais, à 20, 22 km. Des fois, je peux monter à un cran plus, mais pas beaucoup plus, hein. Le but, c'est pas d'aller faire une prépa marathon, hein. Le but, là, pour l'instant, ça s'arrête sur une prépa 10. Donc, ouais, je vais monter max à 22 km, hein. Et c'est quoi? Est-ce que tu mets de l'allure dedans? Parce qu'en fait, il y a plusieurs philosophies. Moi, je rencontre beaucoup d'athlètes. Tu as des athlètes qui vont faire la sortie longue. Du coup, c'est quelque chose qui est actif en général. Du coup, ils vont courir là, pour des records d'alentour de 29 minutes. Ils vont faire des 20 km à l'entour de 3,30, 3,40 au kilo. Puis, on a d'autres, c'est la sortie longue qui place à la fin de la semaine. Et du coup, c'est vraiment en mode juste faire un footing long. Donc, c'est plus entre 4,15 et 4,20. Toi, tu fais partie de quel team? Bah, souvent, j'essaye de mettre plutôt un footing actif milieu de semaine, hein, où je vais aller chercher. On va faire un footing allez, peut-être aux 3,40 au kilo, mais c'est vraiment pour dire moi, pour me rendre bien, me faire une petite sortie où le lendemain de séance, souvent, ça décrasse un peu. Après, sinon, il y a la séance longue du dimanche. Souvent, on va faire ça dans les bois ou par chez moi. Et là, ça va être peut-être 20, 22 km, mais on va mettre du fractionné dedans. Un peu plus long, par exemple, des 5 minutes, des 4 minutes, vraiment une séance dedans. Et à la fin, ça fait un total d'une vingtaine de kilomètres. Donc, c'est vraiment l'idée, là, travailler un peu sur tous les domaines. Et pour clôturer un petit peu cette partie performance, là, ça va être quoi la suite? Donc là, tu as enchaîné 2-3 km ces dernières semaines. Est-ce que là, tu vas laisser un petit laps de repos avant la saison sur piste, du coup peut-être sur 10 000 mètres? Est-ce que c'est quoi les prochaines courses, tes prochains gros objectifs? Alors là, l'idée, c'est de me reconcentrer. Alors là, j'ai enchaîné 3 courses, donc l'idée, c'est vraiment de me reconcentrer sur pareil, la foulée, tout ce que j'ai fait cet hiver, faire une petite pause niveau compète en attendant la piste. Mais là, au niveau vers le mois de mai, je vais commencer à recourir sur 5000 mètres déjà, essayer de faire un gros 5000. Là, les gros objectifs par la suite, c'est de courir déjà 28-30 au 10 km et aller chercher au moins les 13-45 sur 5 km. Donc là, c'est les plus gros objectifs. Après, c'est vrai que sur les championnats d'Europe, comme chez les espoirs, c'est tous les 2 ans. Moi, je suis tombé sur l'espoir 2 pour les championnats d'Europe, donc malheureusement, ça me permet pas d'en faire deux.
Donc après, on ira chercher des sélections par la suite. Peut-être cet hiver en cross, on verra. Je ne sais pas si ça sera l'objectif. Pour l'instant, c'est pas encore décidé. Et par la suite, on espère des sélections chez les élites. Parce que pour l'instant, tu as une seule sélection du coup à ton actif, c'était les championnats d'Europe du 10 000 mètres espoir du coup l'année dernière. Est-ce que cette année, du coup, dans les mois qui viennent, il y a une sélection qui est jouable? Peut-être les championnats d'Europe senior, les Jeux Olympiques? Alors oui, du coup, c'est tombé l'année dernière. Donc chez les espoirs, j'ai pas de sélection de prévue cette année. Enfin, en tout cas, pas avant la fin d'année en cross. Après, concernant les championnats d'Europe, je sais pas encore, hein, pour être honnête. Pour l'instant, je préfère favoriser ma préparation sur 5 et 10 kilomètres. Je réfléchis pas, j'essaye de faire au mieux. Vraiment préparer ça au mieux, faire un gros chrono sur 5, sur 10. Et en fonction de mon chrono, je verrai ce que je peux faire comme objectif. Mais pour l'instant, j'ai pas de championnat de prévu tout de suite, quoi. Ça marche. Merci pour cette partie, du coup, un petit peu entraînement, objectif et tout ça. C'était hyper intéressant et on a appris pas mal de choses. On va juste lancer une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants. Prêt à vous lancer dans les runs les plus rapides que vous ayez jamais couru? La nouvelle Brooks Hyperion Elite 4 est conçue pour améliorer vos records sur des distances allant du 5 km jusqu'au marathon. Le nouvel amorti combiné à la plaque en fibre de carbone vous accompagneront pour des runs effectués en un temps record. Alors n'hésitez plus et achetez votre paire sur brooksrunning.com. On est de retour et j'ai toujours à mes côtés Antonin Marquand, du coup athlète élite de la team Brooks Roadrunner. Donc dans cette seconde partie, on va plus rentrer un petit peu dans les détails de ton partenaire Brooks. Donc tu me parlais d'avoir intégré la team depuis le début d'année 2024. Comment s'est passée ton intégration avec la marque Brooks? Alors mon intégration s'est super bien passée. Du coup, j'ai été super bien accueilli par Steven et par Pascal, du coup, de chez Brooks. Alors, du coup, c'est depuis février 2024 où j'ai signé mon premier contrat avec la marque. Donc avant, j'avais jamais eu de contrat auparavant. Là, c'est un contrat, tout ce qui est dotation, donc ça a un énorme soulagement au niveau matériel. Donc, c'est un accompagnement indispensable pour un sportif de haut niveau. Donc quand tu parles d'accompagnement, c'est à la fois du coup de la dotation en termes de matériel, mais c'est aussi du soutien derrière. Il t'encourage, il t'aide. Enfin, ça ressemble à quoi? Alors oui, c'est du soutien niveau matériel, hein. C'est des chaussures, ça représente énormément de chaussures, hein. Faut savoir qu'un sportif de haut niveau, forcément, ça a besoin de paires de pointes de piste, pointes de cross, route, chaussures compétition, tout ça. Moi, ça représente une vingtaine de paires à l'année à peu près, donc c'est un énorme budget. Donc là, c'est déjà un très gros soulagement financier. Et puis à côté de ça, ça apporte du soutien déjà, savoir qu'on est soutenu par un sponsor. Bah nous, ça nous booste, hein, tout simplement à l'entraînement. On se dit, bah, on représente une marque. On a envie d'aller montrer les produits toujours plus haut, montrer qu'on est capable de courir vite avec. Donc non, pour moi, c'est vraiment indispensable d'avoir un partenaire derrière nous. Et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a un aspect mental aussi quand tu es sur la ligne de départ et que tu vois que tu es en tenue élite et tu es soutenu par une marque? Est-ce que mentalement aussi, ça fait la différence quand tu es un petit peu tout seul? Alors oui, ça joue énormément parce que quand on voit faut se être honnête, maintenant on s'aligne sur des courses où il y a les meilleurs au monde. Quand on les voit tous arriver avec leur tenue de certaines marques où ils sont sponsorisés, contrat pro, tout ça, on voit, peu importe la marque, nous on se dit on est à côté, on est là, on paye nos chaussures et tout, alors que finalement des fois on se rapproche d'eux, on se dit on se sent un peu plus faible, alors que là le fait d'avoir un sponsor nous-mêmes niveau de dotation est équipé de la tête aux pieds. On se dit, bah en fait, ça nous booste tout simplement. On se dit, bah pourquoi pas être au même niveau qu'eux? Peut-être qu'on peut rivaliser sur les courses. Ça a vraiment un soutien, quoi. On se sent plus fort. Et c'est un petit peu nouveau du coup de voir Brooks à ce niveau-là avec des athlètes français. Toi, tu es un des athlètes les plus performants du coup de la team Brooks Roadrunner. Du coup, tu es un petit peu le leader. Comment tu gères ça? Alors ouais, il faut savoir que déjà Brooks, de base, ça fait 3 ans qu'ils sont dans le domaine du trail. Donc ils ont des athlètes qui commencent à performer vraiment sur la partie trail. Et là, l'idée chez Brooks, c'était de mettre en avant la partie route. Donc d'avoir des athlètes jeunes qui ont un fort potentiel ou capables d'aller progresser et de mettre en avant la marque. Donc ça aide énormément tout simplement à progresser. On a un esprit d'équipe entre nous, hein. On s'envoie régulièrement des messages entre les différents gars de la team pour se dire si ça a été les courses, tout ça, comment progresser. On a vraiment créé un groupe où on est tous dans le groupe et on s'échange sur les compétitions. On va toujours auprès de Steven après la course, faire un débrief de la course, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc c'est super intéressant. Ce qui est bien finalement, c'est que c'est pas juste simplement de l'envoi de produits, c'est pas simplement du matériel, mais c'est un peu plus
l'impression d'être dans une famille en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est comme une famille, comme tu viens de dire, c'est exactement ça. Au final, non, il y a toute une partie derrière, hein. C'est pas juste ils nous envoient le produit et après on court avec et point barre. Non, ils cherchent vraiment à avoir des retours, ils nous demandent si ça a été avec le produit, comment ça s'est passé. Nous, on fait un retour, on dit ce qui a été, ce qui a pas été, parce que ça peut arriver qu'il y ait des choses qui aillent pas. Non, on est vraiment comme une famille, on est soudés. On échange des fois entre les athlètes de la team pour dire ce qu'ils en pensent, leur ressenti sur le modèle, voir si on a le même avis. Non, c'est vraiment un bon esprit d'équipe, vraiment une famille. Et du coup, la relation, c'est quoi? C'est du court terme, tu repenses, ou c'est quelque chose où ils s'investissent pour vous amener sur plusieurs années? Alors là, ils sont partis sur la partie route, donc c'est tout récent, hein, depuis février 2024, pardon. Du coup, non, c'est vraiment en évolution. Là, c'est quelque chose qui peut durer à long terme, hein, parce que là, on est sur une année, mais je pense qu'il y a une évolution possible. La marque est en développement depuis maintenant quelques années, et c'est en train de devenir une des plus grosses marques dans l'athlétisme, tout simplement. Donc oui, elle est en nette évolution, et je pense qu'il y a vraiment une possibilité d'évolution par la suite. Oui, puis on se rend compte parce qu'on voit de plus en plus les modèles, même maintenant au départ des courses, du coup avec la Hyperion Elite 4. Du coup, comme tu es conseiller running, ça va être assez facile de parler chaussures parce que du coup, entre deux passionnés, on va un petit peu faire un focus du coup sur le modèle carbone pour commencer. Donc toi, le modèle avec lequel tu cours et notamment tu as fait tes dernières performances du coup en moins de 29 minutes sur 10 km, c'était du coup avec la Hyperion Elite 4. C'est une chaussure que tu vas utiliser quand et comment du coup à l'entraînement? C'est une chaussure où tu peux courir quasiment toute la semaine avec, ou tu vas vraiment la réserver pour les entraînements rapides et pour les compétitions? Alors non, ça reste une chaussure à plaque carbone, donc c'est vraiment utilisé pour le fractionner, tout ce qui est fractionné ou compétition. Après, moi, j'ai choisi de limiter le carbone quand même. C'est mon choix dans les séances moins intenses. Par exemple, je vais plutôt utiliser l'Hyperion Max pour tout ce qui est séance un peu plus cool, on va dire. Et dès que je vais mettre vraiment de l'intensité que je vais envoyer sur les séances, je vais sortir la Hyperion Elite 4 et sur tout ce qui est compétition, là où ça devient indispensable d'avoir une plaque carbone. Donc tu fais pas encore partie de ceux qui mettent du carbone tout au long de la semaine? Alors non, je ferai pas partie de cette partie-là, cette team-là, et j'en ferai jamais partie parce que j'aime bien alterner déjà les modèles et essayer toujours de garder le travail de pied, parce que finalement courir sans carbone, ça permet de travailler le pied, hein, tout simplement, et puis ça permet d'avoir une chaussure plus performante quand on arrive en compète. Donc un modèle où on n'est pas forcément habitué de courir, ça peut aider. Et par rapport à la chaussure et à la performance pure, on voit qu'avant, tu courais pas forcément du coup avec cette marque. Est-ce que tu estimes maintenant qu'avec la Hyperion Elite 4, Brooks, ils sont revenus du coup, enfin ils sont au niveau des autres marques? Quand tu arrives sur la ligne de départ, est-ce que tu penses que tu es au niveau des autres, ou comment tu vois ça? Alors ouais, concernant cette question, oui, pour moi, elle est vraiment au niveau des autres marques. Alors je courais dans d'autres marques auparavant, je vais pas citer pour pas les dénigrer, mais pour moi, alors niveau performance, je pense que c'est vraiment égalité, hein. Il y a pas de, c'est pas moins bien, je pense que c'est le même niveau. Le niveau chrono, j'ai pas senti de différence à ce niveau-là, en dehors de la progression forcément. Après, par contre, niveau confort, tout ça, je suis nettement plus à l'aise, hein. J'étais embêté sur certaines chaussures auparavant, sur les compétitions. J'étais toujours en train de remettre la languette ou quoi sur les chaussures parce que j'étais pas à l'aise niveau confort. Je sentais que mon pied était pas bien maintenu. Là, je sens ils ont vraiment travaillé dessus. Ils ont fait vraiment un beau boulot. Au niveau du confort, de l'amorti, déjà le confort interne au niveau du chausson, le mesh est très respirant. Il est super agréable, la languette elle bouge pas, elle maintient bien, vraiment non, niveau confort ils ont vraiment bien travaillé dessus. Et aussi sur la partie adhérence, j'ai déjà eu des carbones auparavant dans certaines marques où je glissais dès qu'il pleuvait, et ça pouvait être mine de rien une seconde de perdu par kilomètre, bah fois 10 km ça peut être 10 secondes facile, hein. Que là ils ont vraiment travaillé dessus, et au niveau adhérence elle accroche super bien. Je pense qu'elle a accès aussi à plus de types de personnes, hein. On est capable de courir je sais pas, par exemple plus de 3 heures au marathon avec ça, il n'y a aucun souci. Donc ça veut dire qu'en tant que conseiller running, c'est une chaussure que tu peux vendre à la fois à un coureur élite qui va courir, si on prend l'exemple du marathon, à la fois quelqu'un qui va courir en 2h20, mais aussi à quelqu'un qui court entre 3h et 3h30. Cette personne-là arrivera quand même à tirer les bénéfices de cette chaussure carbone, malgré qu'elle soit assez exigeante? Ah ouais, si on veut parler en termes de conseiller running, oui, je pense que jusque 3h30 ça va. Par contre, là, au-delà, après, autant s'orienter sur sans la plaque carbone, parce que pour moi, arriver 4h30, 5h au marathon, il n'y a plus d'intérêt à avoir une plaque carbone, hein. C'est plus effet inverse, je pense, au niveau du type de foulée, tout ça. Mais après, oui, elle rivalise vraiment avec les meilleurs, et pour moi, elle est vraiment axée élite et personnes qui commencent à avoir un bon niveau. Pas non plus amateur, mais un certain niveau.
Et pour clôturer un petit peu sur la Hyperion Elite 4, du coup, c'est une chaussure que tu as dit que tu portes aussi à l'entraînement. Est-ce que tu l'utilises aussi à l'entraînement, du coup, à la fois pour les points forts que tu as dit avec le confort et qu'elle est dynamique, mais aussi surtout au niveau de l'économie musculaire, parce que ça te permet de ne pas être trop chargé musculairement et de pouvoir mieux récupérer et aussi, du coup, de mieux enchaîner. C'est aussi notamment pour ça que tu la portes à l'entraînement? Ouais, justement, c'est pour ça que je la mets sur les séances vraiment intenses. Parce que je sais qu'il y a des fois des séances où on va, entre guillemets, s'arracher et vraiment se faire mal. Et là, je sais que la récupération, ça va être dur. Et là, je sors justement la plaque, l'Hyperion Elite. Et du coup, le fait, alors c'est pas vraiment la plaque, mais c'est plus l'effet mousse avec l'injection nitro dedans qui permet vraiment de récupérer plus facilement parce que finalement, on a vraiment un très gros amorti. Et en fait, ça permet de récupérer à une vitesse beaucoup plus rapide. Et on sent vraiment la différence par rapport à une chaussure sans plaque où là, on va devoir forcer plus parce que là, en fait, on a un renvoi naturellement sur une carbone avec la plaque. Donc, non, à ce niveau-là, on sent vraiment les effets bénéfiques. Et finalement, dans la gamme Brooks, un petit peu, pour revenir un petit peu spécifiquement sur les modèles, il y a la famille un petit peu Hyperion, du coup, il y a plusieurs modèles dedans. Il y a la Hyperion Max, dont tu me parlais avant. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, la famille un petit peu, la gamme Hyperion, c'est un petit peu la gamme vitesse et quand même axée performance de chez Brooks. Du coup, toi, tu me parlais de la Hyperion Max. C'est quoi la différence que tu vois entre la Hyperion Elite 4 et la Hyperion Max? C'est quoi? C'est l'amorti un petit peu plus ferme, du coup il n'y a pas la plaque à l'intérieur. C'est quoi au niveau des sensations de course les différences majeures? Alors déjà, pour savoir, la Hyperion Elite 4, il y a une plaque carbone. Donc, alors que la Ghost Max, l'Hyperion Max, pardon, elle a pas de plaque. Du coup, la différence, c'est qu'elle est elle est plus ferme sur l'amorti, sur la mousse, tout ça. Par contre, elle a moins de renvoi que la Hyperion Elite 4, comme il n'y a pas de plaque carbone. Par contre, moi, je l'utilise plutôt sur la partie, tout ce qui est footing, soit vraiment actif, où je vais mettre, par exemple, du 3,40 au kilo, voire 3,15. Et du fractionné cool, du genre séance de 200 mètres, quand je vais faire 10-12 fois 200 mètres, que j'ai pas forcément besoin d'aller très vite, je vais mettre sans la plaque, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir la plaque. Et ça, pareil, c'est une chaussure que tu peux utiliser. Avant, tu t'avais mentionné l'adhérence du coup de la Hyperion Elite 4, qui est, il faut le dire, une chaussure du coup 100% route, donc on va pas forcément l'utiliser sur chemin et sur sentier. Mais est-ce que maintenant, quelqu'un qui habite pas forcément à 100% en ville, est-ce que l'Hyperion Max, il peut courir à la fois sur route, mais est-ce que dans les chemins, dans les sentiers, ça passe aussi? Alors oui, il n'y a aucun souci pour courir dans les sentiers, hein. Moi, je le fais personnellement aussi. J'utilise beaucoup dans tout ce qui est sentier, tout ça, on a une bonne adhérence. Alors attention, forcément, dès qu'il y a de la boue, là, on part sur une chaussure trail. Mais tout ce qui est sentier sec ou même légèrement gras, ça passe sans souci. On a vraiment une bonne adhérence. Même sur piste, quand c'est un peu mouillé ou sur la route, ça accroche bien. J'ai aucun souci à ce niveau-là. Donc finalement, on voit de plus en plus que les athlètes, mais aussi les marques, c'est aussi l'enjeu des marques. On a quasiment une chaussure qui est spécifique à chaque entraînement en fait. Donc là, tu me disais que les entraînements un peu plus rapides, du coup, c'était avec la Hyperion Elite 4, du coup, avec du carbone. Tout ce qui était endurance un petit peu actif, quand tu mettais un petit peu de rythme sans aller trop vite sur tes allures courses, là, c'est plutôt Hyperion Max. Et du coup, si maintenant tu fais de l'endurance, tu veux juste faire un footing de récupération, un footing normal, tu utilises du coup quoi comme modèle de chez Brooks? Alors du coup, concernant tout ce qui est partie footing, ils ont sorti un nouveau modèle chez Brooks, donc c'est la Ghost Max, qui est un modèle qui a l'avantage d'être vraiment très confortable, mais sans être trop mou. Donc ça diminue la perte d'énergie. Donc c'est-à-dire quand on est plutôt footing cool, donc généralement un peu plus sur l'arrière, on a vraiment une mousse qui va absorber les chocs. Et dès qu'on veut mettre de la vitesse, on a un effet rocker, donc un effet bascule plus prononcé sur l'avant, où la mousse va être un peu plus dense et elle va permettre d'avoir un renvoi donc un peu plus dynamique. Donc ça permet de faire à la fois des footings vraiment très cool, mais en même temps on répond dès qu'on veut faire si on veut faire un fractionné vraiment très cool, type ligne droite ou quoi, ou des 30-30, elle répond super bien. Même mes séances de côte, je les fais avec ça, ça répond sans souci, hein. Et du coup, tu penses que par exemple, on prend l'exemple du coup de la Ghost Max, c'est une chaussure qui pour un coureur loisir, un coureur amateur, elle pourrait quasiment correspondre à tous les entraînements de la semaine, peut-être pas la compétition du week-end, mais on pourrait quasiment tout faire avec en fait au quotidien. Ouais, franchement, pour un coureur amateur, il pourrait même faire la compétition avec s'il faut, je sais pas, plus de, on va dire 50 minutes, 45 minutes aux 10 km, il n'y a aucun souci, hein. Après, au-delà de là, je pense qu'il faut une Hyperion Max pour dire de commencer à mettre de la vitesse. Mais non, il n'y a aucun souci, ça répond vraiment à tous les critères. L'avantage, c'est que en fait, on est vraiment sur l'amorti, sur le confort. Et puis une personne qui est capable de mettre de l'allure, qui va mettre un peu de vitesse, monter à des allures à 3,40 au kilo ou quelque chose comme ça, elle va pouvoir répondre facilement. Si on veut en fait une paire qui fait un peu tout, c'est vraiment la chaussure que je recommande pour tout le monde. Donc ça veut dire quelqu'un qui a jamais couru du coup en Brooks,
ce que tu lui conseilles le plus. Ça me fait rire parce qu'en fait, derrière toi, il y a des images qui défilent. Et en fait, je viens de voir passer la Ghost Max, du coup, juste derrière toi, qui est au pied d'un. Bah, elle passe maintenant. Du coup, c'est vraiment une chaussure que tu recommandes à quelqu'un qui a jamais testé la marque. Et en fait, c'est une chaussure qui le convaincrait directement, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une chaussure qui pourrait convenir à tout le monde. Après, si c'est une personne, on va dire, un peu plus poids lourd et longue distance, je recommanderais quand même la glycérine de chez Brooks. Après, si c'est une personne qui veut juste une chaussure polyvalente, qui fait un peu tout, fractionné, footing, franchement, oui, c'est la chaussure que je recommande sans problème. Et pour rentrer un petit peu plus dans le spécifique, tu m'as dit que tu vas faire du 10 000 mètres et du 5 000 mètres sur piste du coup, cet été. On sait que du coup la Hyperion Elite 4, comme l'épaisseur de la semelle est trop épaisse, du coup elle n'est pas autorisée sur piste. Du coup tu vas courir avec quoi? Est-ce que Brooks ils ont une gamme de pointe qui est au niveau sur la piste? Ah ouais, justement, Brooks ont sorti un modèle, donc c'est la Hyperion Elite LD. Donc c'est la pointe carbone longue distance, parce qu'il y a la moyenne distance et la longue distance. Donc moi, j'utilise la chaussure longue distance. Donc je l'ai déjà utilisée pas mal de fois à l'entraînement, je l'ai déjà utilisée en compétition. Franchement, elle est top. C'est une chaussure que j'adore. L'avantage, c'est qu'elle est très confortable. On se sent bien à l'intérieur, on a un bon maintien. On a un bon renvoi aussi, et pareil, au niveau de l'adhérence, bah forcément il y a des points, donc à ce niveau-là, on est moins embêté. Mais franchement, ouais, niveau confort, elle est top. Et c'est le modèle avec lequel Josh Kerr il a été sacré champion du monde du 1500 mètres l'année dernière? Ouais, c'est ça, Josh Kerr a été champion du monde du 1500 mètres avec ça. Donc on a exactement le même modèle, et du coup, le fait de le porter pour la première fois, j'étais vraiment content, quoi. Savoir que je porte le même modèle que champion du monde, c'est quand même incroyable. Et maintenant, ils ont même sorti une chaussure un peu collector. Alors c'est la même chaussure, mais en version vintage. Et du coup, imitation or, c'était. Et destiné vraiment pour Josh Kerr, pour montrer qu'il est champion du monde. Et il a utilisé d'ailleurs pour son record du monde sur le 2 miles, il me semble. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, non, c'est vraiment une chaussure incroyable. Et pour clôturer un petit peu cette partie chaussures, comment tu vois ça, toi, un petit peu la rotation chaussures? C'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Je sais qu'avant, on avait plus l'habitude de courir du coup avec une chaussure pour l'entraînement, une chaussure pour la compétition. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est maintenant nécessaire d'avoir une chaussure spécifique à chaque entraînement, ou c'est plus parce qu'en fait, c'est dans l'air du temps maintenant et tout le monde fait ça? Ah non, c'est vraiment indispensable, hein. Maintenant, on arrive dans des niveaux où on est obligé de changer les chaussures. Je pourrais pas tout faire avec la même chaussure. Des fois, on a besoin de chaussures plus dynamiques, des fois plus sur le confort. Et non, ça, c'est vraiment indispensable, hein. Je peux pas courir toujours en carbone comme courir toujours avec une chaussure moelleuse. Ça, c'est sûr que c'est vraiment indispensable. J'ai pas d'autre solution, quoi. Et au niveau de la durabilité du coup des produits, parce que du coup tu as dit que tu utilises quasiment 15 à 20 paires de chaussures par an. Donc après on sait que tu enchaînes, tu fais beaucoup de kilomètres à l'entraînement. Si maintenant on prend l'exemple d'une Hyperion Max, pas forcément de la Hyperion Elite 4 parce que du coup c'est un modèle carbone et on sait que la durabilité elle est toujours moins importante sur ce type de modèle, mais c'est des chaussures où tu peux les emmener combien de kilomètres, quoi, 500, 800 kilomètres, même plus, ou comment tu vois ça? L'Hyperion Max, contrairement à certains modèles que j'ai essayé auparavant, franchement l'Hyperion Max ça fait un moment que je l'ai, elle tient toujours, malgré que je lui ai mis beaucoup de kilomètres. Je pense celle-ci, on peut l'emmener facilement à plus de 600 km et même à 800 km. Je suis sûr que je vais frôler les 800 km avec. Bon, elle commence à être un peu usée forcément au bout de 800 km, mais non, au niveau durabilité, franchement, elle tient vraiment dans le temps. Et après, j'ai la Ghost Max aussi, où pareil, normalement, c'est recommandé entre 800 et 1000 km. Je l'ai mis plus de 1000 km, elle est encore quasi intacte, quoi. Donc, Et du coup, en tant que conseiller running, toi, comment tu estimes quand une chaussure, elle est, on va dire, entre terminée, enfin, que tu peux plus utiliser, comment tu le vois et comment tu le sais, ça? Alors justement, on me pose souvent la question au magasin. Alors, soit on peut le savoir dans plusieurs façons en fait. Soit on voit des traces d'usure au niveau de la mousse, donc on voit plein de petits plis. Là, on sait que la mousse commence à être usée, là c'est mort. Ou alors le mesh qui commence à être craqué. Mais sinon, c'est vraiment au niveau de la mousse, quand on commence à voir les micro-plis, là c'est qu'elle est en fin de vie. Après, sinon, quand on la teste, on voit la dureté de la semelle, pardon, et on voit qu'elle est vraiment rigide. Souvent, c'est plus quand on compare à un autre modèle qu'on s'en rend compte. On va courir avec le modèle, on va se dire mince, c'est dur, et on va courir avec un autre modèle, on va se dire ah ouais, en fait, celui-ci est beaucoup plus mou. On sait tout de suite que c'est en fin de vie, et c'est comme ça que j'arrive à le savoir. Et j'arrive à la pousser sans souci, et dès que je sens que ça devient un peu dur, je change. Et du coup, la Ghost Max, son gros avantage, alors aussi, c'est à la fois le confort, mais du coup, une durabilité qui est aussi un peu plus importante que sur des modèles plus spécifiques comme la Hyperion Max ou Hyperion Elite 4. Ouais, le gros avantage, c'est ça, hein, c'est le confort, la durabilité,
Et puis déjà son prix, parce que rapport qualité-prix, je trouve qu'elle est vraiment pas mal si on compare par rapport aux autres marques. Donc ouais, c'est vraiment ses plus gros avantages avec l'adhérence, tout ça. Vraiment, elle a des gros points forts et c'est une chaussure que je recommande sans souci, quoi. Et pour clôturer un petit peu pareil en tant que expert, enfin conseiller running, c'est quoi le risque du coup de courir avec une chaussure qui est un petit peu trop usée? C'est quoi? C'est le risque de se blesser derrière? Ça engendre quoi en fait? Ouais, c'est tout simplement le risque de se blesser, hein. Quand on attend trop longtemps avant de changer la chaussure, ça peut provoquer des douleurs, des tendinites, un peu tout, et ou perte d'adhérence. Ça peut même provoquer des soucis au niveau des orteils. Si on craque le mèche, après l'orteil est plus bien maintenu. Des fois, je vois les clients transpercent avec leur ongle et là ils font l'ongle noir et ça peut provoquer des soucis aussi. Mais c'est surtout au niveau des blessures, ouais, ça peut avoir un gros impact. Donc c'est très important de changer et c'est pour ça que le fait d'avoir un partenaire, ça me permet de changer beaucoup plus facilement de chaussures et de pas attendre les derniers moments pour les changer, hein. Oui, parce qu'on se rend pas compte, mais en fait le budget d'un athlète de haut niveau ou même d'un coureur loisir ou amateur qui fait beaucoup de kilomètres, il est quand même assez important. Avec les chaussures. Du coup, hormis maintenant, on va clôturer ce podcast. Hormis maintenant te revoir du coup au magasin Intersport du coup dans le nord de la France. Où est-ce qu'on va te voir prochainement sur les courses? Est-ce que tu as déjà un calendrier de compétition qui est établi? Tu vas courir sur la piste dans 2 semaines? Où est-ce qu'on peut te revoir? Alors là, prochainement, c'est pas encore totalement décidé. J'aurai sûrement un gros 5000 mètres d'ici fin mai à voir avec l'entraîneur. Mais ça va vraiment dépendre de la forme du moment. Là, le but, c'est vraiment de récupérer des compétitions et surtout de me rentraîner avant. Parce que là, forcément, on peut pas courir non plus tout le temps en compète. Il faut aussi s'entraîner. Là, je pense par la suite, peut-être les interclubs, ça a confirmé, ça reste à voir. Après, sûrement un 5000 mètres fin mai. Et puis après, ça sera vraiment compétition sur piste. Mais j'ai pas encore vraiment d'objectif précis en tête. C'est quoi? C'est plus là, du coup, on en a parlé au début du podcast, mais t'es quand même plus attiré par la route. La route te fait plus envie, j'ai l'impression, quand tu parles, que la piste. Alors la route me fait plus envie dans le sens où j'adore parce qu'on est dehors, on tourne pas en rond, on peut vraiment voir même si on regarde quand même un peu le paysage, on croirait pas, mais on regarde quand même, on aime bien profiter. La route me donne plus envie, oui, parce que c'est des parcours, des fois il y a des montées, il y a des bosses, on s'endort pas, que la piste c'est différent, on peut s'endormir. C'est pas les mêmes sensations du tout. Doubler c'est plus compliqué. Faut savoir que dans les virages, souvent on va faire quelques mètres en plus. Puis même au niveau des sensations, alors j'adore aussi la piste, hein, mais ce que je préfère, ça va être la route. Merci pour toutes les informations. On a appris pas mal de choses. C'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse pas forcément? Alors on peut me suivre sur Instagram ou sur Facebook, mais surtout sur Instagram. Alors je suis pas non plus celui qui est le plus actif, mais dès que j'ai une performance ou quoi, j'essaye de le mettre en avant. Je vais pas aller mettre tous mes entraînements en valeur, hein, mais j'essaye de rester assez discret là-dessus. Mais non, sur Instagram, il n'y a aucun souci, je réponds à tout le monde. Et souvent, je mets toujours en avance mes performances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Même si j'ai pas eu trop de mauvaises, ça va à ce niveau-là. Mais je mets toujours en avant et j'essaye de mettre un peu de contenu, surtout avec les produits, présenter les produits, montrer que j'en suis content, tout simplement. Parce que quand on aime quelque chose, on aime bien le mettre en valeur. Et là, c'est ce que je fais sur les réseaux. Et dernière question, est-ce que tu fais partie de la team de ceux qui partagent leurs entraînements, enfin tous tes entraînements sur Strava, ou est-ce que tes entraînements sont secrets? Alors, je partage jamais le détail de la séance. C'est vrai que là, je partageais toutes mes activités, hein, sans rentrer dans le détail, sans mettre ce que je faisais exactement. Là, j'ai décidé d'arrêter et de plus partager autant qu'avant. En fait, ça sert à rien aux autres de savoir tout ce qu'ils veulent, toutes les infos, quoi. Ils ont pas besoin d'avoir toutes les données. Moi, c'est des choses où je vais rester assez discret parce que c'est personnel et que ça, au moins, ça évite d'attirer la concurrence à regarder ce que je fais. Donc non, ça, je reste assez discret là-dessus. Merci Antonin pour cet échange très intéressant. Du coup, c'était un podcast qui était en partenariat avec Brooks, du coup ton partenaire. Pour ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à écouter tous nos podcasts. Vous retrouvez tous nos podcasts sur toutes les plateformes d'écoute. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup à toi, Julien. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.